Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Arrêt au stand, votre rendez-vous 100% sport mécanique sur Télé Grenoble. Et comme à chaque fois pour m'accompagner, Yves Lemaître, bonjour, ça va? Bonjour Charlotte, bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça va super bien dans cette reprise sur le plateau. Et effectivement, à tes côtés aujourd'hui, on reçoit Philippe Brun, pilote de rallye isérois. Bonjour Philippe, merci d'être notre invité. Oui, bonjour à tous. Alors avant de retracer votre carrière, on passe tout de suite au sommaire. Rencontre avec Philippe Brun, pilote isérois bien connu sur les tracés de rallye du département. Comme pour chaque invité, il se prêtera au jeu du top chrono sur le circuit de chronokart à Crolles. Et en fin d'émission, Yves Lemaître vous fera découvrir la nouvelle Honda i, le premier véhicule 100% électrique de la marque japonaise. Alors, je le disais à l'instant, Philippe, l'Isère est une terre de rallye. Vous êtes de la Matésine, j'imagine que vous avez dû en voir plusieurs quand vous étiez plus petit. Oui, oui, la passion a démarré au rallye de la Matésine avec, ouais, on va dire en 86. D'abord mon frère qui a attaqué les rallyes et puis après j'ai attaqué copilote à 16 ans en 86 et depuis j'ai jamais arrêté. Alors justement, comment, entre regarder le rallye et être derrière le volant d'une voiture au rallye, comment on se lance? Quel est le déclic un petit peu? Moi, on va dire qu'à 8-9 ans, je conduisais déjà des voitures. À 14 ans, j'allais faire essayer les voitures de mon frère qui voulait vendre. Donc, j'ai un petit peu on appelle ça le zizu. J'ai un petit peu faut vraiment avoir il y a la passion, mais il y a le savoir-faire aussi. C'est pas donné à tout le monde. Nous, on l'a un petit peu, pas mal, quoi, on va dire. Alors le rallye, ça fait partie d'une des compétitions qu'on peut avoir en sport automobile. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans le rallye? Je pense que c'est plus une question de le circuit, pour moi, c'est pas pareil. Enfin, c'est trop préparé. J'aime la découverte. Les spéciales de rallye, c'est-à-dire qu'on passe 3 fois. Il faut bien se rappeler parce que c'est jamais pareil. Il y a beaucoup de conditions météo, il y a de réglages. Et moi, je sais que j'aime bien cette découverte parce qu'on fait pas trop d'essais. Il faut faire une bonne performance tout de suite. Et alors, votre premier rallye, c'est en 1990, à la maison, un petit peu, si je puis dire. Comment ça s'est passé, cette première expérience? C'est une copine à l'époque qui m'a dit tu veux faire un rallye. Elle m'a loué la voiture. Elle s'est débrouillée à trouver des sponsors et elle a loué la voiture. Et quand j'ai pris le départ d'une spéciale, j'ai dit aïe. Parce que je savais que ça allait me coûter beaucoup d'argent. Ouais, dès le début, on s'est dit, première course, ça y est, c'est ce que je veux faire, je Ah vais pas oui, m'arrêter oui. là, quoi. Disons que j'avais fait beaucoup de sport. J'ai fait du ski de fond à haut niveau, du rugby. Mais il y a aucun sport au départ d'une spéciale qui a le chronométreur qui décompte. Je sais pas, il se passe quelque chose. Yves, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du palmarès de Philippe? Oui, ben, ça a commencé dans les années 90 où il faut se souvenir qu'à cette époque-là, le plateau mathésin, il y avait un peu une atmosphère qui régnait sur le plateau, on va dire déjà parce que faut se souvenir que le rallye de la Matésine à l'époque était un rallye national et non pas un rallye régional. Donc avec des longues spéciales, avec on va dire un secteur, une zone qui était quand même très réputée, hein, avec beaucoup de pilotes locaux aussi sur le plateau mathésin. Enfin moi je me rappelle de pas mal de pilotes et il y avait une atmosphère rallye sur le plateau mathésin à cette époque-là. Donc Philippe, eh ben, il a fait partie de ces pilotes-là qui ont démarré là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire la Matésine en national. Oui, oui, Ouais, les premiers rallyes, j'ai fait le Trièves et tout de suite après, l'année d'après, j'ai fait le premier rallye en national. C'est vrai que, comme tu dis, il y avait une atmosphère, il y avait la mare au diable à l'époque, il y avait des pilotes de renommée, il y avait des Lancia 037. À l'époque, c'était comme une voiture à l'aube. Il y avait, on va dire, 3 voitures comme ça au départ du rallye de la Matésine. sachant que donc pour rappeler un rallye régional comme le rallye de la Matésine est actuellement, après combien 40, une quarantaine d'éditions, hein, c'est 50 kilomètres environ chronométrés. À l'époque, c'était 120, 140 kilomètres chronométrés. Donc il y avait des très belles épreuves spéciales, notamment autour de ces Chiliennes, je me souviens moi, ou des vraies belles spéciales autour de corps, qui étaient d'ailleurs des spéciales reprises par le Rallye Monte Carlo.
Donc c'était déjà des épreuves. Après est venu se rajouter le rallye du Trièvre, hein, qui a créé, mais qui est, on va dire, pas mathésin, mais pas loin. Et il y avait une vraie atmosphère. Il y avait vraiment beaucoup de pilotes à cette époque-là. Il y avait des très belles voitures. Donc Philippe, il a fait comme tout le monde, hein. Ça faisait très envie à l'époque. Le rallye de la Matésine était très très coté, hein, à cette époque-là. On ne va pas dire qu'il a perdu de sa réputation. Mais suite à un accident d'ailleurs, il est repassé en rallye régional et il avait un petit peu moins de notoriété. Donc Philippe, il a fait partie de ces pilotes matésins dans la liste, hein, avec son frère notamment Gérard, hein, qui roulait aussi. Pour démarrer, on va dire sur les petites voitures à petit budget, mais on va y venir par la suite. Après, l'envie a fait que les voitures, elles ont, comme tous les pilotes, voulu grossir, hein, que ce soit le modèle de la voiture ou que ce soit la puissance. Enfin, on avait toujours envie de se rapprocher du haut du classement, hein. C'est un petit peu ça. Donc après, tu es rapidement passé sur la 309. Hein. Oui, après, nous, disons qu'on cherchait formule de promotion. À l'époque, il y avait formule de promotion Peugeot. Donc, on a attaqué qu'une 205 rallye et ça permettait de s'autofinancer. Donc, on a fait en 90, je crois qu'on a fait la finale, c'était à Clermont-Ferrand, qu'on a dû finir premier pilote français de notre catégorie. Et après, on a dit, l'année d'après, on est passé au volant 309. Donc, on est tombé avec, à l'époque, Gilles Panizzi. Et c'est à partir de cette année-là que j'ai rencontré un sponsor qui m'a dit: tu vas faire le rallye des Vins de Mâcon, tu vas me montrer si tu vas être capable d'être devant Panizzi. Donc, comme j'aime bien les défis, je lui avais dit je vais être devant. Et c'est vrai qu'on avait gagné le rallye devant Panizzi, pas mal de temps devant lui. Puis on a cassé une petite pièce à la fin. Mais bon, il a vu notre pointe de vitesse. Il m'a dit l'année prochaine, on y va. Et après, l'année d'après, on a fait faire une voiture chez un préparateur. Et c'est vraiment là que ça a débuté, la carrière. Bon, on a eu un max de chance parce qu'on aurait dû être pilote officiel, mais ça s'est mal passé un petit peu avec Peugeot. Il devait y avoir 2 pilotes, il n'y en a eu qu'un, et puis ils ne nous ont pas choisis. Parce qu'à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, chez Renault, un petit peu chez Peugeot, mais les fabricants comme Renault ou Peugeot lancent, on va dire, aussi en rallye, un petit peu comme on pourrait dire en circuit quand c'est une formule monotype, c'est-à-dire tout le monde s'élance avec la même voiture et puis il y a des belles primes d'arrivée qui permettent souvent d'ailleurs pour les pilotes amateurs de quasiment financer la saison quand on est en haut du classement. C'est-à-dire qu'il y a des belles primes qui sont allouées par le fabricant ou ses partenaires. Et c'est comme ça que chez Peugeot, on démarre en 205 et après volant 309. Et on espère toujours que ça va ouvrir les portes du professionnalisme, hein, c'est ça. Combien de saisons en 309 après ? On a fait 2 saisons en 309, c'était vraiment la voiture qui me plaisait. Et puis après, on a refait une formule de promotion. Ça a moins marché, c'était une plus petite voiture, une 106. Après, on n'est pas toujours... faut aimer... J'ai plus tendance à aimer les grosses voitures, qui est vraiment du pilotage. Petite voiture, ça me fait penser un petit peu au circuit, aux karts... trop fin en conduite pour moi, donc après on va en parler. Ça a été compliqué et après après il a fallu que j'ai dit si je veux, faut que j'essaye de faire une entreprise, donc après j'ai arrêté, mais on est resté tout le temps. On peut dire qu'on est des purs amateurs, ça fait vraiment depuis 86 que les rallyes. On sait que ça me coûte de l'argent tout le temps. Il y en a, quand je vois qu'il y a eu des pilotes officiels puis qu'ils arrêtent de courir, je me dis comment ils ont pu laisser passer. Ils ont cette passion, mais ils étaient professionnels et des fois je me dis comment ça se fait qu'ils ne refont pas un petit rallye pour. Sébastien Loeb, il a fait le VAR avec sa 306 Maxi. Oui. Non, mais là, voilà. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. C'est rare. C'est vrai, rare. Ils ont peur. C'est vrai que, on va dire, il y a du niveau, on va dire, à tous les étages. Hein. Mais si, on a eu quand même Johan Bonato qui a fait le rallye du Trièvre l'année dernière. Ah oui, il est venu nous taquiner un petit peu. C'est vrai que après, Johan, il a un très, 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 très bon niveau de pilotage. C'est un des meilleurs pilotes de notre région. Même, il a quand même plusieurs titres de champion de France. Donc, très bon pilote. Donc après, tu as décidé d'investir dans des voitures, on va dire, plus puissantes, qui se rapprochaient, on va dire,
sur des rallyes régionaux ou nationaux, on va dire, de la région Rhône-Alpes, on va dire du classement scratch. Hein. Tu as enchaîné derrière, on va dire avec des voitures, tu t'es remonté en haut du classement, quoi. Bah, à partir d'un moment donné, on s'est dit, bon, c'était bien, on arrivait à faire deuxième, troisième. Alors, il m'appelait un peu le Poulidor. J'ai dit, bon, on va On parlait essayer plus des victoires de classe ou de groupe, là. Oui, On parlait des bon, victoires voilà. scratch. Hein. C'est vrai qu'on arrive à gagner toujours notre victoire de groupe, victoire de classe. Mais il y a eu un moment donné, on a dit, bon, maintenant, il faut qu'on joue en haut du classement. faut qu'on joue en haut du classement. Donc, la première fois que j'ai gagné un rallye, c'était le rallye du Trièvre, qu'on avait loué une Mégane Maxi. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'on loue une voiture, on fait que 20 km d'essai. Et c'est où ça passe vraiment. Et dès que je suis monté dans cette voiture, j'avais l'impression de... C'est celle-là qu'il me faut. Je dis, c'est bien ça. Là, on est en 95, là, entre 95 et 2000. Ouais, ben, en 95, on a fait, je expliquais tout à l'heure, c'était le rallye du Mont Blanc, avec coup de pouce à un coup de volant. Là, c'était Rallye Magazine qui m'avait donné un volant pour le rallye du Mont Blanc. Et là, on avait fait une super performance puisqu'on finit sixième derrière Ragnotti. Il y avait que les pilotes officiels devant nous. Il y avait 5 pilotes officiels. On finit premier privé. Donc là, on s'est dit, bon, on a quand même le niveau. La première victoire scratch, c'était en quelle année, du coup, au Trièvre ? Je pense que c'est peut-être 2000. Ouais, c'est ça, 2000. Ouais. Voilà. Donc, après, Mégane Maxi, là, on commence à... Même si c'était une location, hein, parce que c'est toujours délicat, parce que les coûts sont élevés. En gros, tu peux nous donner un peu les ordres de budget à cette époque-là. Hein, on parlera de la suite de ta carrière, mais peut-être tu partais sur quel budget là, annuel pour arriver à ficeler les saisons là. Tu t'investissais à chaque fois dans les voitures, à part quelques fois où tu les as louées. Ben là, c'était Jackie Beauzien à l'époque de Lyon. Un gars super sympa. Nous, on était montés là-haut. Enfin, pour arriver à louer une voiture, c'était avec mon collègue le Pascal. Genre, on réparait des voitures. À l'époque, on n'avait pas trop d'argent. On réparait des voitures. Une petite anecdote, je pense qu'on avait vendu une voiture le samedi matin. J'ai pas fini de payer Jackie Beauzien pour la voiture. On prenait d'énormes risques à l'époque, parce qu'on n'avait même pas le chèque de caution pour la voiture. Et puis il savait, Jackie et Beauzien, un jour on avait fait des t-shirts, je lui avais mis des billets, il me dit c'est quoi tous ces billets là? Je dis on a vendu des t-shirts pour louer la voiture. Donc les premiers rallyes, oui, ça a été difficile parce que ça devait être, à l'époque c'était en francs, je pense que ça coûtait 40 000 francs. Donc on va dire maintenant 6 000 euros. Ça fait 6 000 euros. Et maintenant, on va dire qu'une R5 pour un rallye régional, en ce moment, entre 8 et 10 000, le budget pour qu'un rallye régional. Donc, c'est pas un sport... C'est ça le monde amateur du rallye. Voilà. C'est ça, exactement. Alors forcément, on disait à chaque course, vous êtes accompagné d'un copilote. On va regarder un extrait de ce qui se dit à l'intérieur d'un véhicule en pleine course. Pour un droit à fond long, 50 mètres, freinage gauche en bussière, 100 mètres derrière. Freinage droite 115 plus, sur gauche 65 plus glissière. Pour un droit à fond long, allez poussin. 100 mètres, freinage droite 110 plus. Pour enfilade à fond, pour un freinage gauche 65, 50 mètres. Freinage droite, long, 65, referme. Pour un gauche, 65 plus, 50 mètres, droite à fond derrière. Bon, alors comment ça se passe? Nous, on n'a pas tout compris. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe avec le copilote un petit peu dans la voiture? Moi, j'aurais pas réussi à me guider avec ses instructions, par exemple. Oui, alors chacun a son système de notes. Après, il y en a qui aiment bien des copilotes, ils prennent n'importe quel copilote. Moi, il faut que ça passe. Ouais. Là, c'est ma femme. Donc, Ça passe. D'ailleurs, j'ai entendu une petite note qui ne devait pas être dans le cahier. Là. On a entendu un allez poussin. Hein. Elle me dit toujours ça, allez poussin. J'ai eu l'oreille, là, j'ai entendu allez poussin, ça ne devait pas être noté dans le cahier. Non, ça. je ne crois pas que c'était noté. Alors, chacun a son système de notes. Et on va dire qu'un 65, moi, ça me parle un angle, une vitesse, plus... Enfin, je dirais, chacun a son système de notes. Il y a des pilotes qui essayent de prendre des notes à Bonato ou à Sabi, ça ne sert à rien. Il faut que les notes parlent au pilote. Il y a un système de notes, il y a des angles, il y en a qui essayent avec des angles, des vitesses. Pas tout le monde arrive à avoir le même système de notes. Mais bon, c'est compliqué parce qu'il faut arriver à écouter. Il faut que le copilote il ait un virage d'avance. Donc, il faut que ça marche. Et il y en a, d'ailleurs, je pense que dans les rallyes, ils n'arrivent pas à assimiler.
ils ont les notes qui arrivent, mais il faut vraiment écouter. Compliqué. Mais alors comment vous faites? C'est-à-dire que vous repassez en revue tout le circuit avant avec les notes? Enfin, vous ne les découvrez pas, j'imagine, quand vous êtes derrière le volant. Non, à une époque, quand il y a quelques années ça, les formules de promotion, on n'était pas limité au nombre de passages. C'est-à-dire que... En reconnaissance. Hein, voilà, c'était les reconnaissances. Et on n'était pas limité. Donc, on va dire qu'on passait... Je suis presque arrivé dans des spéciales à une époque, on passait une dizaine de fois. Donc, on partait en reconnaissance une semaine. C'était du boulot. On faisait à peu près 700 km par jour de reco. Que maintenant, les rallyes régionaux, c'est plus que 3 passages. C'est très contrôlé. Et maintenant, on arrive à bosser aussi avec la caméra. Il ne faut pas jouer avec ça, hein, parce que non. Ça sanctionne dur pour ceux qui s'amusent à faire des reconnaissances en dehors des créneaux impartis. Voilà, il y a des week-ends, ou le vendredi d'avant, ou le week-end d'avant, c'est très contrôlé. Il y a même des rallyes où il y a un petit GPS, donc limitation de vitesse. Non, maintenant, c'est devenu très contrôlé. Par contre, on a le droit de mettre une caméra dans la voiture. Et après, on retravaille à la caméra. Oui, vous pouvez revisionner les réglages. Voilà. Et maintenant, on arrive, genre pour des finales, quand on veut vraiment être au top, qu'on part une spéciale de nuit, parce que c'est très difficile de nuit. Donc, il faut apprendre plus. Bon, j'ai eu du mal, mais maintenant, j'arrive. Alors, on reviendra dans quelques instants sur le reste de votre carrière. Mais avant ça, on va faire une petite pause avec le top chrono. Bon Yves, on ne va pas mentir aux téléspectateurs, on est ravis de retrouver ce top chrono qui nous avait manqué. Justement, comme ça fait un petit peu longtemps, est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire concernant ce top chrono? C'est toujours aussi rigolo, c'est toujours aussi marrant. C'est notre séquence sympa d'arrêt au stand. Donc on se retrouve chez Franck Ménard, notre partenaire chronocart à Crolles, pour éplucher notre invité du jour avec son tour le plus rapide sur la piste de chronocart à Crolles. Et puis, les conditions, elles changent toujours un peu, même si on n'oublie pas qu'on leste nos pilotes pour que et notre machine d'arrêt au stand et le pilote soient au même poids. Après, les conditions météo, on est en plein air. Alors, des fois, c'est humide, des fois, c'est sec, des fois, il fait très chaud. Mais vraiment, on y prend un plaisir fou parce qu'on épluche, on passe à la moulinette notre invité de chaque émission. Et Philippe n'a pas dérogé, il y est passé. Alors exactement. Alors j'allais te demander, c'est une petite tradition ici maintenant. C'est quoi un petit peu le petit point météo? C'était comment ce jour-là? Du vent, c'était sec? Comment ça se passe? C'était plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il faisait très beau, mais la piste était un peu froide parce que suivant la température du jour, la piste est froide. Donc on a plutôt tendance à faire un chrono en fin de temps imparti, de 10 minutes. Parce qu'il faut chauffer les pneus et il y a vraiment en circuit, pour le coup, comme le disait tout à l'heure bien Philippe, le rallye, il y a beaucoup d'improvisation. Le circuit, c'est un petit peu la science du pilotage. Donc, il faut mettre tout bout à bout pour faire le meilleur chrono au 10e ou au 100e de seconde. On le voit d'ailleurs dans notre classement. Eh bien exactement. Alors, on va regarder tout de suite le résultat du top chrono de Philippe Brun. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop. Shake my paranoia. Can't stop the rock. Shake my paranoia. Bon Yves, petite analyse sur ce temps?
Et ben, il s'est passé exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que Philippe, il a fait son meilleur temps plutôt sur la fin de son run, hein, parce que le temps de chauffer les pneus et puis on a roulé un petit peu ensemble et ça lui a permis de faire un temps très très honorable pour un pilote de rallye, hein, parce que les conditions étaient bonnes et puis les pneus ont chauffé, hein, à force de rouler. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu en as ressenti. Mais Alors, c'est plutôt juste très, avant, très on va bien. regarder quand même le tableau pour savoir où se situe. Attention. Ouais, hop, on va regarder. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Yves? Bah, c'est plutôt pas mal, hein, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de faire du circuit. Moi, je trouve ça vraiment super. Oui, oui, en plus, c'est pas bon. C'est vrai que le kart, j'ai du mal. Je trouve ça très, très physique par rapport à. Je dis pas que le rallye, c'est pas physique, mais le kart, je trouve que c'est très physique. On n'est pas souvent. Enfin, il faudrait peut-être regarder les positions de conduite, tout ça, mais c'est vrai que quand on fait du kart, je trouve que ça travaille beaucoup les bras. Déjà, en plus, ce jour-là, j'avais un petit peu mal au bras, donc je lui ai dit, on va pas trop. Mais je trouve ça très physique, le Est-ce kart. que ça t'a plu? Oui, oui, bien sûr. Non, mais j'aime bien. Après, j'aurais toujours aimé faire du circuit. Mais bon, on veut faire beaucoup de choses du circuit. J'aimerais faire des rallyes sur terre. On aimerait faire tout Plein de le choses. sport mécanique qui existe. Alors justement, vous parliez des risques. Avec votre nombreuses années d'expérience en rallye, il y a parfois des moments où ça coince. On va regarder comme en 2016, où vous faites une sacrée sortie de route au rallye de la Matésine. Vous percutez un arbre de plein fouet. On va regarder l'extrait. Sortez mais comment, hein? Sortez très fort. Elle est au milieu de la route, elle gêne. Super impressionnant. Vous vous en êtes sorti indemne de cet accident? Comment ça s'est passé? On a eu de la chance. Ouais, c'était une voiture que je venais d'acheter. Et puis le gars me dit, ouais, tu peux passer avec des pneus à l'arrière un peu plus durs. Et on avait fait une spéciale. Donc les pneus, ils avaient chauffé. Et là, je suis reparti dans ce spécial. J'ai vu que ça tenait pas trop. Mais il y avait, malheureusement, c'est comme je connais beaucoup les spéciales, je sais que ce virage, il passait à fond. Et je suis rentré à peu près à 160, 170. Et les pneus, ils n'étaient pas chauds. À l'entrée du virage, j'ai dit, bon, ça ne va pas passer. Parce que malheureusement, il faut que toutes les conditions soient réunies en rallye pour que ça se passe bien. Et les pneus froids, c'est la punition. Et là, c'est vrai qu'on a fait une grosse sortie. En plus, c'était avec une voiture que je venais d'acheter, avec ma femme. Ouais, c'était très stressant, Ça a été, j'imagine. oui, j'ai eu très peur, mais bon, après, on s'en sort quand même pas trop mal. J'ai eu une petite côte fêlée, enfin, après, ouais, j'ai eu problème au rein un petit peu pendant une semaine, mais non. Par rapport au choc, Oui, par rapport au choc, parce que l'arbre, quand même, vous le prenez de on plein le fouet, prend quoi. bien plus haut. D'accord. On a déjà tout arraché, là, c'est la fin, parce que si on prend, enfin, malheureusement, les rallyes, c'est un sport très dangereux, et le plus mauvais choc, c'est le choc latéral. Et le choc bon, là, on va dire que c'était en fin de... Fin de choc. Fin de sortie. Ouais, fin de voilà, sortie de route. alors, je dois prendre là peut-être à 60 ou 70. Si je l'avais pris au départ, je serais peut-être plus là pour en parler. Mais donc, on a eu un peu de chance quand même. Malheureusement, ça fait partie des risques, les sorties de route en rallye. Alors, je touche un peu du bois, j'ai pas eu trop de sorties de route. Mais Mais c'est oui. facile de reprendre le volant après un accident comme ça? Il faudrait reprendre le volant tout de suite, mais c'est vrai que le rallye que j'ai refait d'après, ouais, ça a été un peu compliqué. Parce que ça vient jusqu'au moment du départ. On n'y pense pas trop, on dit allez, on pense pas. Puis au départ de la spéciale, ça revient un petit peu. À cette époque-là, donc Philippe, plutôt dans les années 2010-2020, il avait donc monté en gamme de véhicules, hein. À l'époque, c'était la 206cc F2000. Donc là, Philippe, à cette époque-là, en tout cas sur le rallye de la Matésine, du Trièves et on va dire les rallyes régionaux et nationaux du secteur, il jouait vraiment toujours entre soit la victoire, soit le top 5. Donc ça veut dire que quand ça sort là, ça sort toujours assez vite, quoi. On commence déjà à être sur des voitures qui vont très très vite. Oui, c'est vrai que cette voiture, c'est une voiture atypique qu'on avait achetée. C'était une 206cc, que c'était Angelo Ras qui avait monté cette voiture. Et elle me plaisait, elle était en Savoie. Le gars, je le connaissais. Et Il y avait combien de chevaux là c'est une voiture qui avait 300 chevaux. Ouais. Donc, qu'on a gagné quand même quelques rallyes avec. Par rapport, même où il y avait des R5, on arrivait à gagner des rallyes où il y avait des R5. Donc, très très bonne voiture. Et une bonne petite sortie de route comme ça plombe le budget de la saison là. On a mis, disons que la voiture, on n'aurait presque pas pu la réparer. J'ai un collègue qui est carrossier à la Mure qui m'a dit allez,
on va la remonter. On a mis 1 an à remonter la voiture. Ah, quand même. Ouais. Il y avait beaucoup de mal. Ça mange le budget de la saison et en plus, ça fait des dépenses supplémentaires. Mais quand on est passionné, on reste persévérant. C'est justement ce que j'allais vous demander, puisque en plus d'être pilote, vous avez quand même un travail, vous travaillez dans le BTP. Comment on arrive à allier ces deux... être pilote, ça demande beaucoup d'engagement. Il n'y a pas que le rallye, les week-ends qu'il peut y avoir. Oui, alors malheureusement, je passe pas assez de temps sur les rallyes parce que j'ai un boulot qui est très prenant. Je suis dans le TP, j'ai une entreprise de maçonnerie et le TP. Donc je passe beaucoup de temps, mais bon, ça me permet quand même vu que je travaille le samedi tout le temps, donc quand je veux prendre un jour, il me reste quelques RTT. Mon patron me les accepte. Donc ouais, j'arrive à avoir un petit peu de temps et ça me libère le boulot. Ça va avec. Je fais beaucoup d'heures au travail et quand je m'en vais au rallye, ça m'enlève tout. Son patron, il s'appelle La Passion. C'est le nom de son patron. Puis Philippe, il a mis sa femme dans le coup, donc comme ça, les 7 jours sur 7, c'est tout bouclé, hein, c'est ça? Bon, bah oui, cette année, elle pourra pas être à mes côtés parce qu'elle est enceinte. Donc, on va avoir un petit garçon. Et elle a la passion des rallyes aussi. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'elle voudrait remonter. Mais je lui dis maintenant, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'avec un enfant, elle me dit je remonterai, mais je sais pas. Je réfléchis. Alors, on le disait en début d'émission, l'Isère, c'est une terre de nombreux rallyes, comme vous le disiez tous les deux, assez connus. Est-ce que vous en avez un préféré ? Moi, c'est vrai que j'aimerais aller refaire des rallyes de championnat de France, me battre avec des pilotes que j'entends parler. Moi, j'aimerais bien aller faire le Mont Blanc, j'aimerais bien aller faire le Rouergue. Et on est en train de réfléchir. Alors, les R5, ça coûte cher. Il faudrait peut-être une GT+, pour pouvoir faire des saisons qu'on veut. Parce que moi, le rallye régional, j'aime bien. Mais je préfère les nationaux, mais les nationaux, ça coûte plus cher. Le championnat de France, ça coûte plus cher. Il faut plus de pneus, plus d'essence. C'est un tout. Tu vas pas nous dire quand même que tu n'as pas une petite faiblesse pour la Matésine quand on est né à Lamure et qu'on habite à Lamure? J'espère bien qu'elle va se faire cette année et que je vais enfin la remporter, puisque cette année, on a vraiment acheté une voiture pour la gagne. Et c'est vrai que j'ai à cœur de remporter le rallye de la Matésine. Alors, ça fait quand même plus de 20 ans que vous roulez sur différents rallyes, mais à chaque fois, il y a quand même toujours ce problème que les gens ne se rendent pas forcément compte. Les sponsors, c'est quand même... on a envie de rouler, mais des fois, on ne peut pas. C'est compliqué. Comment ça se passe un petit peu ? Oui, c'est très, très compliqué. Il y en a, ils pensent qu'on prend un petit dossier, puis on rentre dans une entreprise et puis il va vous donner de l'argent parce que vous avez fini premier de classe au rallye de... Comme il dirait mon ami Pézuti, rallye de la courgette. Donc ça peut pas se passer comme ça. Je pense que c'est beaucoup, je parle pour moi, beaucoup par connaissance, des amis, des connaissances, et arriver à qu'il y ait un petit lien qui se passe, surtout pour nous, parce que c'est vraiment des amis moi, c'est plus des amis qui m'aident. Oui, parce que justement, là, on va le voir, on vous avait rencontré lors d'un rallye en 2019. C'est au niveau mécanique, là, c'est la famille, les amis qui vous aident ? Oui, moi, c'est vraiment que mon frère, une équipe de passionnés qui est avec moi depuis des années. C'est notre sport. On parle au week-end, on est tous ensemble, on est dans un gîte. C'est très familial, on va dire, pour notre part. Ouais, sachant que sur ces dernières années, Philippe, il a fait comme tout le monde. Hein. Il veut rester à la pointe, on va dire, des rallyes. Donc les voitures, ça évolue. Et puis après les 200, parce que 206 Mégane, on restait quand même sur des voitures, on va dire, qui avaient toujours un décalage de génération. Là, avec la DS3, il n'y a pas très longtemps, et puis celle qui est dans le garage, là, ça va être compliqué de la bricoler aussi avec les copains, celle-là, non ? Alors oui, l'année passée, on a franchi un grand pas. On a acheté on est arrivé à monter. J'ai des très bons amis qui m'aident pour l'investissement de la voiture. Donc, c'est pas des placements. Hein. ça peut être un mauvais placement. Et donc, l'année passée, on a eu une DS3 R5. Donc, j'ai vu tout de suite que la voiture me plaisait, mais que j'allais vite arriver au bout de l'évolution. Quand j'ai fait le premier rallye, je m'habitue relativement assez vite aux voitures. Donc, j'ai vu qu'il y avait un petit décalage parce que c'est la première voiture qui a été construite, une DS3 R5. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution.
Donc on savait que la voiture qui est en ce moment à la pointe de technologie, bon, ça va plus être une C3, mais pour notre niveau, le bon compromis, ça restait une Skoda R5. Très performante. Hein. Voilà, très 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 bonne voiture, très bien construite. Donc, on a revu un peu tous mes amis. J'ai dit, allez, aidez-moi. Donc, on est arrivé à acheter cette Skoda R5. Très belle voiture. On est allé en voir beaucoup. On est allé en Espagne. On est allé de partout. J'en ai vu 10, 12 voitures. J'aime les voitures, que ce soit vraiment nickel. Donc, si c'est pas nickel, j'achète pas. Et là, on a trouvé vraiment la Skoda qui, j'espère, va nous faire gagner. Sachant que quand on dit le mot R5, hein, on est dans les catégories actuelles. Hein. C'est-à-dire qu'on est, on ne parle pas des WRC d'usine, mais après, dans la catégorie WRC2, WRC3, aujourd'hui, c'est des R5, ça veut dire que c'est des voitures de la génération actuelle, même si là, on parle plutôt de, on va dire, 1, 2 ou 3 années d'ancienneté. Mais là, Philippe, il atteint un peu le Graal de ce qui se fait en termes de voitures de rallye. Hein. Oui, c'est vrai que le petit truc avec cette voiture, c'est que j'aimerais aller faire un rallye de championnat de France et de faire une spéciale, puis d'être pas loin de mon ami Bonato, même pourquoi pas être devant. Hein. Mais j'ai envie de ça, j'ai envie d'avoir la voiture. C'est vrai qu'on aimerait faire le Monte-Carlo, mais c'est un peu compliqué en rallye de Monte-Carlo. On peut se faire piéger. Très attention. Pour un gros budget, c'est toujours très risqué. Voilà, c'est le problème. Par contre, on arrive à la bricoler avec les copains, une R5 de ce niveau-là. Alors, une voiture comme ça, on va dire que nous, on fait tout ce qui est partie technique, on va dire démonter des triangles, démonter la boîte à vitesse, démonter les freins, les amortisseurs, ça on peut faire. Tout ce qui est technique, boîte à vitesse, non, on connaît beaucoup de personnes, donc on dit la boîte à vitesse, ça se fait là-bas. Non, on n'ouvre pas, hein, on ne touche pas trop. Et je pense que pour le premier rallye ou quelques autres rallyes, on va prendre une personne qui connaît bien la voiture, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un ordinateur pour rentrer dedans. C'est vraiment une voiture d'usine. Donc on ne peut pas y mettre Non, personne n'y met les mains dedans. D'ailleurs, je ne veux pas trop. Alors on va continuer à parler de véhicules avec notre séquence Essai libre. Comme pour chaque émission, Yves teste pour vous un véhicule. Aujourd'hui, c'est le dernier Honda E que tu es parti tester. Et pour voir les performances de cette citadine 100% électrique de la marque Nippon, tu es parti dans les rues de Grenoble afin de passer au peigne fin ce véhicule. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Essai Libre où nous allons essayer cette craquante petite citadine, la Honda E. Cette voiture est résolument branchée et faite pour la ville. Alors c'est parti pour le centre-ville de Grenoble. Alors nous voilà partis au volant de cette dernière née de chez Honda, la E. Alors mécaniquement, cette Honda E, c'est une propulsion avec deux motorisations. Une motorisation de 136 chevaux en équivalence puissance DIN ou 154 chevaux pour le modèle Advance la plus puissante. Alors, le modèle essayé, c'est le modèle Advance, le haut de gamme en termes de finition, sachant que les deux modèles de cette Honda E sont très bien équipés. En modèle 16 pouces, on a une autonomie donc de 220 km annoncée. Après quelques essais faits, on a l'impression qu'elle respecte parfaitement l'autonomie annoncée. Évidemment, par sa courte taille de 3,90 m, on n'a qu'un petit coffre derrière avec seulement 141 litres. Mais son rôle n'est pas de partir en voyage en famille à cette voiture. C'est un vrai choix déterminé de petite citadine en ville. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a essayé cette voiture en centre-ville parce que c'est vraiment là où elle est à son aise. Alors on arrive sur la partie très intéressante. D'abord c'est son look, elle est vraiment très sympa de l'extérieur. Et puis dès qu'on monte à l'intérieur, alors là c'est un bijou de beauté avec ce magnifique tableau de bord, ces deux écrans de 12 pouces collés l'un à l'autre
On va rajouter dans cette technologie extraordinaire de cette voiture qu'elle est truffée de caméras et ça contribue au look extérieur avec notamment ces 2 rétroviseurs sur le modèle Advance qui sont des caméras et on se retrouve avec un petit écran de part et d'autre du véhicule pour faire le rétroviseur gauche et le rétroviseur droite. On va y rajouter aussi le rétroviseur intérieur qui très habilement, Honda a été très fort, avec une petite touche et un petit interrupteur, permet soit de mettre le rétroviseur en mode classique avec un miroir, soit le mettre en mode caméra. On y rajoute sur tous les modèles les sièges chauffants et pour le modèle Advance, on a également le volant chauffant. Alors en dessous de la console classique, on a une multitude de petites prises de courant de type USB classique, allume-cigare, mais également on retrouve une prise 220 volts qui vous permettra de brancher votre frigo et mettre toutes vos boissons au frais pendant que vous roulez. Extérieurement, ces feux à LED avant et arrière, ces petits feux ronds lui donnent un look vraiment super sympa. J'adore le look de cette petite citadine. Alors les professionnels ne s'y sont pas trompés, puisque cette petite Honda E a remporté le trophée du plus bel intérieur au Festival international de l'automobile. Sur la technologie de conduite, alors on se retrouve avec ces 2 palettes autour du volant plus/moins, qui est ce qu'on va appeler le frein moteur et le ralentisseur. C'est un double rôle. Le premier, c'est de ralentir la voiture sans toucher la pédale de frein et également de recharger la batterie pour qu'elle tienne le plus longtemps possible en termes d'autonomie. Cette Honda E, elle a une petite touche supplémentaire qui permet de faire ce freinage et ce ralentisseur de façon automatique. On roule en ville sans quasiment toucher les freins. Ça veut dire que nous n'avons plus d'embrayage et on n'utilise bientôt plus la pédale de frein. Il faut également ajuster ce rayon de braquage qui est extraordinaire, extrêmement rare. On peut faire un demi-tour sur précisément 4,30 m. Le stationnement active existe également dans la technologie de cette voiture pour permettre à cette petite Honda de se garer toute seule et faire ses créneaux toute seule en ville. Alors après avoir sillonné toutes les rues de l'agglomération grenobloise avec cette petite citadine, j'ai vraiment craqué pour cette petite Honda E qui par son charme, son élégance et son intérieur magnifique, toutes ces petites caméras, ces poignées intégrées dans les portes qui sont vraiment splendides. Elle a vraiment beaucoup de charme. Vraiment Honda, c'est une vraie réussite pour leur premier modèle électrique. Le petit bémol, ça va être le tarif parce qu'on va osciller entre 35 000 et 38 000 euros avant les aides de l'État de 7 000 euros qui va quand même faire une petite citadine autour de 30 à 31 000 euros. C'est un petit peu cher pour se balader en ville, mais elle est vraiment remplie de qualité cette petite Honda E. Bon Philippe, on sait que 2020, même 2021, c'est pas des années faciles pour les courses automobiles. Comment ça se passe? Vous avez pu courir un petit peu? Vous savez comment ça va se passer un peu pour la suite là? Alors malheureusement, y a beaucoup d'organisateurs de rallye qui essayent jusqu'au dernier moment, mais bon, comme on le connaît, les conditions qu'il y a en ce moment, on ne voit pas bien où on va. Pour moi, je dirais que avant début juin, il ne se passera pas grand-chose. Ça, c'est mon avis personnel. Mais 2020, vous avez pu faire un petit peu des courses quand même, ou ça a été une année blanche? Non, en 2020, on a pu faire 3 courses quand même. Donc, on a vite profité des moments. Quand le premier rallye s'est présenté, on est vite allé. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de participants parce que les gens avaient vraiment envie de rouler. Et après, ça a rebloqué. Et puis là, 2021, pour l'instant, ça a été bloqué. Le rallye du Touquet a été reporté. Mais bon, les seuls rallyes qui vont être autorisés cette année, c'est les rallyes du championnat de France, pour l'instant. Donc, on attend. Donc du coup, ça bosse sur la mécanique un petit peu, sur la voiture. Qu'est-ce qu'on fait là, par exemple, on va aller faire une petite séance d'essai demain avec la voiture, parce que j'ai même pas fait 1 kilomètre avec la voiture. J'ai acheté cette voiture, je l'ai montée sur la remorque, on l'a rentrée. J'ai tout regardé ce qu'il y avait à faire. Et là, elle est prête. Donc, je voudrais aller faire un petit roulage
juste pour se la mettre en main, voir si tout va bien. Et puis après, on attend impatiemment le premier rallye. Ah bah ça c'est sûr, comme tout le monde. Alors avant de se quitter, Yves, un petit mot sur Arrêt au stand de la course. C'est une nouvelle émission consacrée aux courses automobiles sur Télé Grenoble. Tu peux nous en dire un petit mot ? Exactement. Le dimanche, en début d'après-midi, à 14h, on retrouve Arrêt au stand de la course, c'est-à-dire c'est toutes les épreuves du championnat de France GT des circuits, c'est-à-dire que sur un meeting de course automobile sur les circuits qui ont lieu pour l'instant, hein, malgré la crise sanitaire, parce que c'est assimilé on va dire au sport professionnel. On retrouve soit des courses de GT4, parfois on retrouvera des courses de GT3, on va retrouver des courses d'Alpine Europa Cup, de Coupe Clio, de Coupe Porsche. J'invite vraiment tout le monde à regarder ces courses. Elles sont superbes à regarder, parfois plus jolies que des courses de Formule 1, tellement il y a de la bagarre et de nombre de voitures sur la piste. Et on se retrouve sur tous les circuits, et même quand c'est dans le championnat de France, qui sont parfois en dehors de la France, parce qu'on se retrouve parfois à Spa-Francorchamps, mais sinon on se retrouve sur les pistes de Nogaro, du Castellet, circuit Paul Ricard, Magny-Cours, Barcelone dans certains cas, Albi, Le Denon, près dans le Gard, entre le Gard et l'Hérault, sur toutes les pistes assez prestigieuses françaises. Et on retrouve toutes ces courses le dimanche à 14h sur Télé Grenoble. Je vous invite vraiment à regarder ces courses, elles sont splendides à suivre. Bon, vous voyez Philippe, un petit rendez-vous. Si vous ne pouvez pas rouler, vous pourrez regarder les courses automobiles sur Télé Grenoble. Mais si il veut m'inviter, je vais faire une course avec lui. Hein. Et en tout cas, merci beaucoup Philippe Brun d'avoir été notre invité. On vous souhaite, on croise les doigts déjà pour que vous puissiez courir un petit peu avec votre nouvelle voiture en 2021. Merci à vous de m'avoir invité, avec plaisir. Merci beaucoup Yves. Merci Charlotte. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous retrouver en replay sur télégrenoble.net pour retrouver toutes ces courses et ces émissions d'Arrêt au stand.